Bienvenue dans ce nouveau Plus Loin Dans, cette fois-ci consacré au gros démon bien velu et bien badass, venu tout droit du fin fond de l'enfer, Hellboy. Il faut remonter jusqu'en 1991 pour trouver la première apparition officielle de Hellboy, un dessin en noir et blanc dans le programme de la Comic Con de Great Salt Lake. 2 ans plus tard, dans un fanzine italien, on a la deuxième apparition de Hellboy. Il apparaît que sur la couverture, mais on sent qu'il y a un projet qui a mûri. Il a un badge du BPRD qui est collé sur ses fringues, surtout à côté de la signature de Mignola, il y a écrit le mot Hellboy bien orthographié correctement. 3 ans plus tard, pour la San Diego Comic Con, Dark Horse publie un comic promotionnel qui permet de teaser un petit peu leur sortie à venir, et à l'intérieur, on va trouver la première aventure d'Hellboy, une aventure en 4 pages où Hellboy va castagner et se faire castagner par un monstre chien. En décembre de la même année, dans le Next Men numéro 21, on a la première vraie apparition de Hellboy dans un vrai comics. Un membre des Next Men qui est dans les égouts, il se fait attaquer par un monstre géant. Hellboy arrive et lui pète sa tronche au monstre. Après tout ce teasing, le projet de Mike Mignola voit enfin le jour. En mars 1994, Hellboy va avoir droit à sa première mini-série, Les Germes de la Destruction. Cette histoire va nous offrir l'origin story de Hellboy, puisqu'en 1944, on va apprendre que les nazis vont décider d'invoquer un démon. Ce démon, il va arriver après, c'est un enfant, et en plus de ça, c'est les Américains qui vont le récupérer, et ils vont pouvoir l'éduquer et les aider à botter le cul des nazis. C'est les Américains qui vont le baptiser, ils vont l'appeler Hellboy, parce que c'est un gamin. Son véritable nom c'est Hanum Unrama, le destructeur des mondes ou un truc de ce style. Hellboy va rejoindre le BPRD, une espèce de FBI du paranormal. Il va devenir un enquêteur, une espèce de Men in Black qui va parcourir le monde. On a la suite de ses aventures dans le magazine anthologique Dark Horse Present, donc un magazine entièrement en noir et blanc, de pré-publication. L'aventure d'Hellboy, c'est Les Loups de la Saint-Auguste. Ça sortira d'ailleurs plus tard en format relié. À l'occasion de la sortie du 100e numéro de Dark Horse Present, Dark Horse Comics va avoir l'idée de sortir plusieurs numéros spéciaux, dont un consacré à Hellboy, qui contiendra une histoire complète, le cercueil enchaîné, qui nous permettra d'en apprendre un peu plus, voire beaucoup plus, sur ses origines. Alors avec Dark Horse, on a un rythme de publication qui est assez particulier, parce qu'il y a beaucoup de comics qui sont publiés d'abord dans Dark Horse Present, sous forme de feuilletons, qui plus tard ressortent en édition colorisée, avec parfois des nouvelles couvertures ou du matériel supplémentaire. Parfois, il peut y avoir énormément de temps entre 2 numéros qui se passent. Pour preuve, en décembre 97, on en est quasiment 4 ans de publication, et on n'en est que au numéro 14 de Hellboy. D'ailleurs, ça remportera le Eisner Award de 98. Pour meilleur artiste et meilleur écrivain. Toujours dans cette optique de parution un petit peu originale de la part de Dark Horse, il faut attendre encore 2 ans pour avoir la suite des aventures de Hellboy, Hellboy numéro 15 et 16, Le Diable dans la boîte. Donc ces 2 numéros sont un petit peu spéciaux parce que c'est la première fois qu'on a des histoires bonus qui sont centrées sur Lobster Johnson et Abe Sapien, le partenaire de Hellboy au BPRD. Ça montre que Mike Mignola est en train de mettre en place petit à petit un Hellboy-verse, un univers assez étendu avec plein de personnages et qui aussi il s'apprête peut-être à passer le relais à d'autres dessinateurs parce que du coup ces histoires bonus sont dessinées par quelqu'un d'autre. Donc 2 ans plus tard sort la suite directe, Le Ver Conquérant, une mini-série en 4 numéros. Les événements de cette série vont vraiment mettre en place pas mal d'éléments. Hellboy va partir et ça va ouvrir la porte pour la prochaine série. Du coup, en 2002 va sortir la première mini-série consacrée au BPRD. Mike Mignola va partager le script avec d'autres auteurs. Mais surtout, il va déléguer le dessin à quelqu'un d'autre. Cette série va durer plus de 150 numéros, ce qui est énorme et surtout ce qui est beaucoup plus que la série Hellboy en tant que telle. C'est une série fleuve, puisqu'elle va nous permettre d'introduire plein de nouveaux héros au sein du BPRD. Ça va être des aventures donc sur toute l'équipe d'Hellboy, mais sans Hellboy, même si Hellboy va revenir faire des petits coucous de temps en temps, et Mike Mignola va revenir faire des petits coucous de temps en temps. En 2012, Mike Mignola va revenir au script et au dessin de Hellboy pour lui livrer sa dernière aventure, Hellboy en enfer. Encore une fois, il va prendre son temps puisque cette série va s'étaler sur 4 ans et ça marquera la fin du cycle de Hellboy. Son premier pouvoir déjà, comme il est né des flammes de l'enfer, c'est qu'il craint pas le feu. Il est bloqué à l'âge adulte, il vieillit plus, et il a une force et une résistance accrue, une guérison rapide, mais il n'est pas indestructible non plus. Il ressent la douleur et des fois il se prend des balles, ça lui fait vraiment des gros trous et il est très très mal quoi. Ce qui est intéressant en plus de ses pouvoirs, c'est les différents objets qui gravitent autour de Hellboy. Alors le premier, c'est un chapelet avec une petite croix qui trimballe partout en mission, tout simplement parce que ça lui vient de son père adoptif, le professeur qui lui a légué, et c'est ce qui lui rappelle le fait que même s'il est prédestiné du fait que c'est un démon à faire le mal, il a toujours son libre arbitre qui lui permet de faire le choix de faire quelque chose de bien. Ça, c'est quelque chose qui est représenté symboliquement dès la première mini-série sur Hellboy. Au partir du moment où il prend en main son destin, il va décider de se casser ses cornes pour refuser ce statut de démon. Alors ensuite vient son flingue, qui lui a été légué par la Torche de la Liberté, qui est un super-héros façon Captain America des années 40, qui était présent le jour de sa naissance en 44. Il lui a légué son flingue, qui est fabriqué ni plus ni moins avec le manche fait avec un morceau de la Croix du Christ,
différents colifichets et amulettes magiques qui ont été fondus pour en faire le métal. Le flingue en lui-même est une amulette et en plus on peut charger les balles avec différentes choses, des balles explosives, des balles qui contiennent de l'eau bénite, toutes sortes de trucs. Hellboy a affectueusement nommé son flingue le bon samaritain parce que selon lui ça lui sert à abréger les souffrances de ses nombreux ennemis. Et enfin dernièrement, bien évidemment, c'est son point droit, notamment appelé la main droite de la mort, méga badass. Bon c'est un peu tout et n'importe quoi, c'est indestructible, ça lui permet de taper fort, de casser un peu tout et n'importe quoi. Mais ça aussi c'est inconvénient parce que vous vous doutez bien que vivre avec une main qui pèse X tonnes, c'est quand même un petit peu handicapant tous les jours, donc ça le force à être gaucher. Alors c'est un peu compliqué pour recharger son pistolet, pour écrire, pour d'autres choses peut-être un peu plus intimes aussi, ça c'est pas forcément précisé, mais bon. C'est en 89 et 90 que Mike Mignola va exploser aux yeux du grand public, notamment grâce à 4 titres. Pour Marvel, Doctor Strange et Doctor Doom, Triomphe et Torment, Wolverine, Jungle Adventure, et pour DC, la mini-série de Jim Starlin, Cosmic Odyssey, et surtout Gotham by Gaslight. Ces projets prouvent que Mignola cherche à aller dans une direction inhabituelle pour l'industrie du comics de l'époque, avec une inspiration quasi littéraire comme Edgar Allan Poe ou Lovecraft, qui va se cristalliser sur Batman Legend of the Dark Knight numéro 54. C'est tout simplement Batman versus Cthulhu. C'est la première fois que Mignola est au script. Il a admis lui-même que pour lui ça c'était la première vraie histoire de Hellboy. Ce qu'il faut retenir c'est que Mignola il a eu 3 inspirations majeures. Premièrement, tout ce qui est l'univers de Lovecraft et de Edgar Allan Poe, les contes, les légendes, le folklore, évidemment Cthulhu. Une autre influence majeure du coup c'est La fiancée de Frankenstein, le film de James Whale de 1932. Tout le côté scientifique, pulp, complètement déjanté à 2 balles mais que lui il adore. Et enfin sa troisième influence c'est le King, Jack Kirby en personne, voilà, pour lequel il n'a jamais caché son admiration. Pour conclure, ce qu'on peut dire c'est que Mignola c'est devenu le pape du comics indépendant. C'est une méga star, son génie est reconnu partout, par tout le monde, plus personne n'en doute. Il a récolté une flopée Disney Awards, sa simple signature, ça fait vendre. Mais ce qui est assez cocasse, c'est que Mignola, en voulant s'éloigner des codes du comics de super-héros, il a créé un univers de titres, que ce soit les aventures d'Hellboy, de Abe, le BPRD, le Hellboyverse, voilà pour résumer. Tout ça en fait revient à avoir créé une espèce de marque et le serpent se mord un petit peu la queue. Pour la première fois dans l'histoire des Plus Lindans, on a un petit problème sur ces conseils de lecture, c'est que là, en l'occurrence, tout ce qui a été fait sur Hellboy est bien. Que vous preniez n'importe quelle histoire de Hellboy, elles sont toutes plus ou moins indépendantes et surtout toutes réussies. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés sans hésiter sur n'importe quoi où il y a écrit Hellboy sur la couverture. Sinon aussi, je vous conseille de lire n'importe quoi que Mignola a dessiné ou scénarisé. Ça peut être Alien Salvation qu'il avait fait pour Dark Horse, ce qu'il a fait sur Batman, donc Sanctum de Legend of the Dark Knight, Gotham by Gaslight, qui est vraiment mortel. Son adaptation du Dracula de Bram Stoker, c'est magnifique. Enfin, je sais pas, tout est bien. Et enfin, le traditionnel conseil de regardage. Alors là, il y en a 2, c'est les 2 films Hellboy. Alors bon, il y a quand même une petite préférence pour le deuxième, même si le premier est encore une fois très réussi. Adaptation qui est un petit peu différente du ton des comics, notamment l'humour, les sarcasmes, mais Mignola, qui est co-scénariste des 2 films, quand il a vu son personnage prendre vie à l'écran, voilà, l'effet du cinéma, il a poussé tous les curseurs à fond, il s'est éclaté, et ça nous offre une autre facette des aventures de Hellboy. C'est complémentaire des comics. Et c'est complémentaire, voilà, la vie sentimentale d'Hellboy par exemple. Alors dit sur le papier, ça fait cucu, mais en fait c'est génial. Voilà. C'est le moment de voter pour le prochain personnage qu'on traitera dans le prochain épisode de Plus Lointan. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description et vous votez parmi un des 3 personnages qu'on vous propose. Personnellement, je vous propose de choisir Venom. Et moi je vais vous reproposer Shadowman, héros de Valiant et Acclaim Comics, sorcier, vaudou, justicier qui arpente le monde des vivants et le monde des morts. Bon les petits gars, je vais faire du forcing encore, mais je veux Lex Luthor, putain, votez pour lui. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé en entier. Comme d'habitude, si tu as aimé, tu mets le pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets le pouce bleu. Tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu connais la chanson. N'oublie pas de voter avec le lien dans la description. À bientôt. Bisous. Oh, you touch my tra-la-la.